Alors, donc, à compter de 1974, donc, j'ai reçu cette bourse de Kilam qui payait mon salaire et qui payait une importante subvention de recherche pour l'équipe que j'animais sur les Inuits. Et le thème c'était une recherche sur le symbolisme inuit, qui englobait ce modèle, donc la reproduction de la vie, la reproduction sociale, division sexuelle des tâches, et puis le chamanisme, la mythologie, la cosmologie, le tout dans un modèle que j'ai finalement formulé à l'occasion de notre premier congrès, notre première semaine anthropologique, qui a eu lieu, je pense, en 1974, si je ne me trompe. Et donc, il fallait faire une petite exposition, chacune des entités du laboratoire, les africanistes. Là a commencé aussi ces petites vitrines qui continuent toujours, je pense, au département. Une vitrine pour l'Afrique noire francophone, une vitrine pour l'Amérique latine, une vitrine pour les Inuits, une vitrine pour les Amérindiens. Bon, il me semble qu'on est parti sur ça. Et donc, il fallait préparer des matériaux. Et moi, je voulais figurer ce modèle. Mais ce modèle en 3 dimensions que j'avais commencé à essayer de dessiner était complexe. Alors, avec encore des gens sans doute de l'audiovisuel, on a construit une maquette en 3 dimensions avec la partie verticale était en plexiglas et c'est celle-là où on avait la voûte céleste, le dessin de l'utérus et de l'igloo. Et puis, à plat, on avait le cercle calendaire, donc sous forme de cercle, et avec orienté qui tournait selon le sens du cosmos, donc dans les sens des aiguilles d'une montre, à la façon inuit, et puis divisé en 2 par l'axe des équinoxes qui marque les 2 saisons, et là ça renvoie à Marcel Mauss, les équinoxes coupent l'année en 2, et pour les Inuits, c'est vraiment là le passage. Les grands tabous qui marquent l'hiver commencent à l'équinoxe d'automne, septembre, avec les caribous qui perdent le velours, les caribous mâles de leur bois, puis les bois qui vont tomber, les végétaux qui commencent avec les premières gelées à s'enrouler en spirale et qui est aussi une marque, et les tabous d'hiver. L'hiver, il y a moins de gibier, les migrateurs sont partis, et donc la lune culmine au lieu du soleil, et la maîtresse des animaux marins devient extrêmement sensible, elle qui n'aime pas la lumière en plus, et qui impose des règles beaucoup plus strictes. Le non-mélange de ce qui est terrestre et ce qui est marin, caribou et mammifères marins, etc. Et la période d'été où beaucoup de tabous hivernaux s'arrêtent et où on partage moins vu qu'il y a abondance, donc il y a toujours des consommations rituelles. Et j'avais tracé un axe pour construire ce modèle, mais il n'y avait pas de nom. Et néanmoins, on avait au niveau utérin les composantes du fœtus, la viande animale dont la mère se nourrit, le sang de la mère, le sperme du père, qui va consolider le squelette et la structure de l'enfant, et puis l'âme-non, le nom qui parfois se choisit pendant la vie intra-utérine à travers des rêves, et enfin, dernière instance, l'air, le jour de la naissance, la première inspiration du bébé, c'est un lien avec le sila, le maître du sila, et la température qu'il faisait ce jour-là. Quelqu'un qui est né par jour de beau temps rétablira le beau temps en mourant,
quand son âme s'échappera et que l'air contenu, encapsulé dans une petite bulle à l'intérieur, reviendra à l'atmosphère. Et en même temps, il aura la capacité, en cas de tempête, de se dénuder, de se faire reconnaître par l'esprit du Scylla, qui va reconnaître le bébé et donc le temps qu'il faisait ce jour-là, et ça calmera la tempête. Bref, des données qui étaient tracées, mais je n'avais pas d'acte, je n'avais pas de nom. Et il m'a fallu plus de 10 ans pour trouver un nom à cet axe qui a été le troisième sexe social, qui s'enracine dans la vie utérine, puisque des bébés, des fœtus sont censés changer de sexe au moment de la naissance, en cas de naissance longue, d'accouchement difficile, et qu'on explique après par une volonté, soit de l'âme non, de changer de sexe dans une nouvelle vie. Enfin bref, il y a toutes sortes de raisons, et ces enfants-là ont un nom spécial. Donc il y a une catégorie particulière dont on ne rougit pas. Les adultes qui en font partie sont fiers d'en parler, hommes ou femmes. On peut changer de sexe dans les deux sens. Ensuite, cet axe traverse l'igloo, la vie familiale, où s'instaure la division sexuelle des tâches. Alors, les enfants qui ont reçu le nom choisi avant la naissance, souvent, d'un ancêtre de l'autre sexe, vont être travestis à partir de la naissance jusqu'à la puberté, et on va s'adresser à eux par le terme de parenté qu'on utilisait pour l'ancêtre décédé. Donc si vous naissez fille, vous avez le nom du grand-père, ben, on va vous appeler grand-père jusqu'à votre mort. Enfin, ceux qui utilisaient ce terme-là. Donc même si le travestissement s'arrête, vestimentaire s'arrête à la puberté, et si à partir de ce moment-là, la jeune fille doit arrêter de chasser, d'avoir des activités d'homme, elle va devoir apprendre souvent par elle-même ou chez des tantes ou des cousines les tâches féminines, parce que pour sa mère, elle est toujours le père de la mère. Et c'est pas sa mère qui va vouloir lui apprendre à coudre et à découper. Donc, c'est une période difficile, et l'hypothèse qui s'est greffée là-dessus, c'est que c'est parmi eux que la vocation chamanique, qui est aussi une crise souvent pubertaire, apparaît chez beaucoup de ces travestis. Que, en plus d'avoir été travestis physiquement, dans les tâches qu'ils apprennent, à travers les termes de parenté, ça reste, les esprits auxiliaires qu'ils acquièrent, il suffit qu'il y en ait un ou plusieurs de l'autre sexe pour que, à travers cet esprit auxiliaire, quand l'esprit auxiliaire est en eux et s'exprime à travers eux, il y a un travestissement. Et donc, tout s'enchaînait, et on a des récits connus de ça. Par exemple, Ava, interrogé par Rasmussen. Ava, c'est un petit esprit féminin que une des accoucheuses, chamane elle-même, ayant constaté les problèmes de la vie fétale qu'avait ce fœtus, a imposé des restrictions, a prédit une vocation chamanique. L'enfant est né avec le cordon ombilical entouré autour du cou. Elle a réussi à le faire vivre. Et comme par hasard, parmi ces noms, il y a ce nom de l'esprit auxiliaire. Et souvent, un chaman qui voulait aider à vivre un nouveau-né donnait à ce nouveau-né le nom d'un de ses esprits auxiliaires, qui du coup renforçait la vitalité du bébé et devenait un nom qui prédominait. L'histoire d'Ira York, c'est la même chose. C'était l'esprit auxiliaire de son père chaman, et qui lui a été donné en surplus du nom du grand-père, du père de sa mère, qui était le nom qu'on avait su par rêve. Et ce nom est celui qui a été le plus utilisé, même si les termes de parenté liant Sabviortalik aux gens qui s'adressaient à elle dominaient dans les appellations. Alors bref, un ensemble de
faits recueillis par d'autres ou à travers les témoignages que j'avais recueillis m'ont conduit à élaborer une hypothèse théorique que cet axe était au cœur du modèle cosmologique et ça permettait, quand plus tard, dans les années 90, j'ai découvert, grâce à un collègue danois au Groenland, les archives recueillies au Canada par Sven Frederiksson, ce Danois qui avait épousé une femme inuite et qui parlait la langue inuite et qui avait été, à partir de 1946, enquêté sur la baie d'Hudson, sur les traces de Birkett Smith, pour un peu aller plus loin et remettre en question, car lui était un élève de Talbitzer qui a eu un affrontement extrêmement fort avec l'expédition de Thulé et Birkett Smith en particulier. Donc il s'agissait pour ce chercheur de montrer que Birkett Smith n'avait atteint que la surface des choses, et même Rasmussen à la limite. Et lui, il s'est intéressé à tous les anciens chamans qu'il a pu retrouver et a enregistré avec les tout premiers magnétophones qui étaient soit de la cire, soit un nouveau procédé qui permettait de graver sur des bandes qui ressemblent à du plastique transparent le son. Le problème, c'est qu'on ne trouve plus de machines actuellement. Ça a duré 2 ans, ces machines. Et donc, j'ai retrouvé à Washington, dans les archives publiques là-bas, les documents originaux. Alors, il a eu quand même la bonne idée de transcrire. C'est un pauvre anthropologue et ethnographe qui a été discriminé toute sa vie, jamais reconnu vraiment par ses pairs, alors qui a développé, il s'est intéressé beaucoup à Jung. À un moment donné, il a rencontré Jung en Suisse, il a adhéré au cercle jungien, et il a un peu dérivé pour prouver que ça venait conforter Jung dans ses hypothèses. Mais à la limite, ce qui m'a le plus intéressé, c'est de trouver d'abord du vocabulaire chamanique recueilli auprès de plusieurs chamans, qui montre que le terme pour dire été est construit sur le radical femme et le terme pour dire hiver sur le radical homme. Et donc tout le dualisme saisonnier que Mauss avait brillamment fait apparaître en utilisant les travaux d'ethnographes prenait un tout autre sens. C'est qu'en arrière-plan de ce dualisme saisonnier, il y a le dualisme des sexes, qui montre bien que c'est à travers ce dualisme des sexes qu'est pensé le dualisme des saisons. Et ça donne une force au modèle de Mauss fantastique, puisque lui, le premier, avait pris une approche globale. D'abord, il prenait les Inuits comme entité, ce que les structuralistes hollandais lui reconnaissent. L'approche régionale, il l'a faite, mais en plus, il intégrait les rituels qui montraient pour l'hiver, le religieux, l'économique, le partage du gibier, le partage des conjoints, le partage des enfants. Donc c'était l'époque où on rêvait de communisme au sens étymologique, de communalisme on dirait maintenant, de partage. Et lui qui était d'une famille juive orthodoxe où la famille surveillait un peu toutes les relations avec les gens d'autres sexes, etc. Et on ne fréquente pas des goïs, des non-juifs, etc. Il trouvait à travers les Inuits, c'est mon interprétation, de l'oxygène pour sortir un peu de ce qu'il connaissait et de rêver d'une société un peu idéale où on se repose l'été des excès de vie communautaire l'hiver. Mais c'est quand même assez brillant parce que Louis Dumont, qui est un élève de Mauss aussi, a développé également une approche holiste, et pour l'étude en particulier des structures de l'Inde hiérarchisées, il montre que, par exemple, les 3 niveaux hiérarchiques, le plus élevé englobe souvent les 2 autres. Et donc, c'est un modèle aussi qui peut
et je l'ai tout à fait reconnu dans un article dans le journal des Américanistes, le modèle dumontien vient là encore aussi conforter l'approche de Mauss, mais il faut ce troisième terme. Bref, Iglolic devenait, et alors dans cette semaine anthropologique, pour la première fois, et alors du coup, voulant le dessiner ensuite pour décrire, ben je l'ai photographié, je l'ai fait photographier, et à partir de la photo, notre graphiste d'inoxyotite a dessiné. Et donc, alors j'ai gardé la version horizontale du premier schéma. Le plastique, je ne sais pas, il est peut-être quelque part dans les restes. Il était à la chambre froide un certain temps, enfin bref. Mais à partir du document, donc photographié en 3 dimensions, si je peux dire, on a pu le redessiner. Et c'est ce même modèle que j'utilise. Et donc j'ai pu mettre le nom à un moment donné, 3e sexe pour l'axe. Et maintenant, je vais encore plus loin. J'y mets Nardjouk au sommet, l'esprit maître du cosmos, qui est présent à tous les niveaux, dès la naissance, au niveau de la petite bulle d'air dans laquelle l'âme est enfermée dans le corps du bébé, dans la division sexuelle des tâches, et ensuite avec le chamanisme, dans le cosmos, l'univers, le mouvement des planètes, bref, on a là un modèle comme d'autres sociétés holistes qu'on trouve en Océanie, et toutes les sociétés traditionnelles ont eu à leur époque, au Moyen-Âge, on a aussi des visions holistes avec le microcosme, le macrocosme, etc. Bref, c'est une approche que tous les humains ont développée d'une façon ou d'une autre, et les Inuits qu'on pensait parmi les plus primitifs, on les classait au début du XXe siècle dans cette catégorie, deviennent un objet pour penser et repenser notre propre approche devenue de plus en plus matérialiste, individualiste, utilitariste, et nous ne savons plus très bien comment résoudre le problème de la vie, de l'humain et du lien social. Alors bref, ça a été des années fantastiques pour moi, développement de la recherche, et puis aussi transmission, parce que mon poste, j'ai été remplacé par Yvan Breton, et puis ça n'a pas arrêté. Le département s'est développé de façon presque exponentielle pendant un certain nombre d'années. On a doublé, triplé, on était parti de 5 professeurs, et puis on a dépassé 20 à un moment donné. On avait établi la règle du sexe ratio équilibré, reflétant notre clientèle, et on a attendu une 40aine d'années pour y arriver. Maintenant, à peu près, il y a même certains disent « Ah, mais c'est presque matriarcal, des étudiants étrangers ». Bon, et tout ça a été lancé au lendemain de 68. Et donc, il y a eu Huguette Dagenet, les féministes, elle a développé un groupe, une revue, etc. Donc, il y a eu dans plusieurs directions des initiatives qui sont nées dans cette atmosphère. Marie-France Labrec, étudiante de notre collègue qui est à Montréal, qui est à la retraite. Bocage. Ne savait pas, et c'est moi qui l'ai un peu informé de ça, qu'on pouvait à Laval, mais l'information n'était pas transmise aux jeunes filles, mais aux garçons, que vous pouviez avoir une bourse de doctorat de l'extérieur, puis aussi une bourse de Laval qui vous garantissait un poste au retour de votre doctorat. Yvan Breton avait eu ça, et d'autres en ont profité, mais comme par hasard, l'information ne circulait pas. Et c'est moi j'étais assez copain avec Marie-France, et je lui dis, elle me dit, mais j'en ai un peu assez de fonctionner avec un salaire 10 000 $ par an comme assistante, et puis les bourses, c'est limité. Et je lui dis, mais pourquoi tu ne demandes pas en même temps ta bourse de doctorat et la bourse de... Elle l'ignorait. Alors, elle s'est renseignée, elle a vu que c'était vrai, elle l'a demandé, elle l'a eu. Et donc voilà, vous voyez comment de toute cette évolution sont nées des vocations, des carrières formidables de gens, bref. Et Laval a commencé à attirer.
Donc Maranda, que j'avais connu, Trimmer, je l'avais connu aussi à Paris, à un moment donné, mais avec mes successeurs, on se retrouvait dans les colloques et ils ont vu ce qui se développait à Laval et beaucoup ont eu envie de venir. Bernard Arcan, qui était à McGill, a quitté McGill, Trimmer a quitté Toronto, Maranda a quitté la Colombie-Britannique. Du coup, on est passé à Laval pour des voleurs de profs. On attirait les profs des autres. Et donc, ce que je racontais au début entre les facultés, cette espèce d'antagonisme, on a commencé à nous regarder. Attention, il faut se méfier avec eux. Ils ont le vent en poupe. Et ils attirent nos propres ressources, très bonnes ressources. Alors, Simonis, qui avait été, je l'avais recommandé auprès de Laval, mais à l'époque où Santerre était secrétaire du programme et du début du département d'anthropologie, il s'est fait répondre, ou il s'est fait dire, on a déjà assez de Belges, un de plus, non, ça ferait beaucoup. Et du coup, je connaissais Savard et je l'ai recommandé à Montréal, il est allé à Montréal. Mais très vite, quand il a vu le développement ici, il a souhaité venir à Laval et il a été accueilli. Et donc, c'est tout ça qui, quelque part, à un moment donné, a débouché aussi sur la création de la revue. En quelle année la revue est sortie? 75. Bon, alors, on est dans cette période. Eh bien, la réunion qui a eu lieu pour déterminer le premier numéro à imprimer, il y a eu d'abord, je pense, au tout début, des choses miméographiées, enfin, et a eu lieu ici à Beaumont, dans la Grande Maison. Les gens qui ont contribué à ce numéro se sont réunis dans le grenier de la Grande Maison, tout autour de... Et on a choisi, Arcan était là, il y avait Simonis, enfin, tous les contributeurs. On a choisi le thème rapport femme-homme ou homme-femme. Et là, à ce moment-là, j'étais encore dans une approche, ce que j'ai écrit, je pense, c'est Mythe de la femme et pouvoir de l'homme. Donc j'étais encore dans une approche un peu influencée par le courant féministe et marxien, si je peux dire ainsi. La femme dominée par l'homme, et est-ce que c'est depuis la préhistoire? Que nous disent les peuples primitifs à ce sujet-là? Et je trouvais assez de données dans celles que j'avais pour montrer que la femme était souvent soumise à l'homme. Bon, il y avait des chamans femmes, mais une par rapport à 5 chamans hommes. Et puis j'avais des témoignages de Mikarjou qui me racontait qu'autrefois, les femmes étaient traitées un peu comme des chiens, et qui racontait cette femme maltraitée qui décide de se sauver, son mari la rattrape, lui coupe un tendon d'Achille pour ne plus qu'elle puisse se sauver. Et donc, j'avais un dessin de David Diallo qu'on voit un chaman dont la femme sans doute obéissait pas, et on la voit toute nue, et lui qui l'a fait avancer avec les chiens à coups de fouet, et on voit les traces, etc. Donc j'avais mis tout ça dedans, et je suis revenu après au modèle plus intégré du troisième genre, et à partir de ce moment-là, bon, même si les femmes restent minoritaires, j'entends, dans le chamanisme, les femmes troisième genre sont des femmes dominantes, et les Inuits disent on les fiançait à des hommes féminisés par leur nom et leur éducation, car ils devenaient complémentaires. Donc, cette découverte m'a montré qu'il y avait chez eux ce qu'il y avait dans la pratique chez nous, mais pas reconnu, des femmes qui ne suivaient pas le courant dominant, et qui étaient des femmes d'action, des femmes, et on a des expressions, même quand on dit d'un couple, c'est la femme qui porte la culotte, mais ça traduit tout simplement cette expression-là. Et vraisemblablement, le mari est un troisième genre, et puis la femme aussi. Alors évidemment, si ça frappe ou ça choque les autres, plus traditionnels, où l'homme, la femme parle, le bébé, cuisine, et éducation, eh bien, c'est ça qu'il faut voir, c'est les stéréotypes de la société, les représentations.
Et donc, de plus en plus, j'ai pris conscience de la pertinence de cette approche, surtout quand j'ai découvert que finalement, si je mettais le doigt sur tout ça, c'est parce que moi-même, j'appartenais à cette catégorie et j'ai pu le retracer. J'ai eu un lien avec ma mère assez fort. Je me souviens quand j'ai coupé le cordon, c'est quand j'ai eu mes premières amourettes. Ma mère en était un peu jalouse, donc j'arrêtais tous les matins d'aller lui faire le bisou avant de partir à l'école. Bon, alors, donc, ces années 70 ont été des années très riches. Et pour moi, ma vie a été aussi transformée. Et c'est pas par hasard aussi que j'ai eu mon premier fils. J'avais adopté une petite fille dans les années auparavant, donc j'ai été sensibilisé à l'adoption, ce qui m'a permis de l'étudier aussi de façon autre et de l'intérieur. Et une fille qui est grande maintenant, qui a elle-même de grands-fils, et qui est donc la demi-sœur de Guillaume. Et puis j'ai eu ce fils que j'ai emmené au nord tout jeune, et qui vit là-bas maintenant, et qui fait de l'animation auprès des jeunes, qui leur apprend à exprimer leurs émotions. Bref, et puis il y a eu donc ma vie, il y a eu ce modèle, il y a eu le département, il y a eu l'anthropologie, ses développements, cette revue, l'association Inuxiotite, la revue Études Inuites qui se crée aussi dans le sillage de cette association et qui nous mène aux années 80 et les années 86 que je vais décrire avec d'autres développements et à Laval et au département et dans ma vie personnelle et dans l'anthropologie et le groupe de recherche qui existe.